Bonjour à toutes et à tous, je suis David, moniteur à l'auto-école Lefebvre d'Yvetot. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les questions de vérification intérieure et extérieure du véhicule. Tout en sachant qu'à l'examen du permis de conduire vous sera posée une question de vérification intérieure. Si vous répondez juste, elle vous rapportera un point. Par rapport aux questions de vérification extérieure, si vous répondez juste, vous aurez un point, ainsi qu'un deuxième point si vous répondez correctement à la question de vérification extérieure complémentaire. Il faut savoir que les questions de vérification ne sont en aucun cas éliminatoires à l'examen du permis de conduire. Elles vous permettront néanmoins de gagner 3 points sur les 20 points qui sont à obtenir pour réussir l'examen. Nous allons tout d'abord nous concentrer sur les vérifications extérieures du véhicule. De façon à procéder à la question de vérification extérieure du véhicule, l'inspecteur vous demandera au préalable les 2 derniers chiffres du totalisateur kilométrique. Il se situe en bas à droite du tableau de bord. Ici, je répondrai 98, puis l'inspecteur me posera la question de vérification extérieure numéro 98. Certaines vérifications extérieures vont nécessiter l'ouverture du capot. Et pour cela, je vais devoir ouvrir le capot en tirant cette commande vers moi. Pour finaliser l'ouverture du capot, je vais avoir à peu près au milieu du capot une commande que je vais tirer vers la gauche, puis avec ma main gauche, je vais pouvoir soulever le capot. Ensuite, se trouve une tige métallique qui va me permettre de stabiliser le capot. Je la mets dans l'orifice, comme ça mon capot est bloqué, je peux donc passer à la vérification extérieure, la question qu'on m'aura posée. Nous allons maintenant nous intéresser aux principaux orifices de remplissage qui se trouvent sous le capot, à savoir l'orifice de remplissage du liquide de lave-glace. La question complémentaire qui peut m'être posée pour le liquide de lave-glace, c'est pourquoi utiliser un liquide de lave-glace spécifique l'hiver? Tout simplement pour résister aux basses températures. Ensuite se trouve l'orifice de remplissage du liquide de refroidissement. Bien sûr, je vais pouvoir vérifier le niveau en observant, par transparence. Il faut bien sûr que mon niveau de liquide de refroidissement soit compris entre le maximum et le minimum. C'est correct, donc c'est parfait. La conséquence d'un manque de liquide de refroidissement sera le risque de casser le moteur. Le moteur est donc en surchauffe et donc ça peut provoquer la casse du moteur. Alors, concernant les questions sur le niveau d'huile, pour vérifier le niveau d'huile, tout cela se passe ici. Et pour remplir de l'huile, tout se passe ici. Le capuchon est à retirer. À savoir que pour vérifier un niveau d'huile, il faut être bien sûr sur terrain plat et que le moteur soit froid. Par rapport à l'huile que je vais utiliser, il va falloir bien sûr avoir une huile qui est en fonction du moteur, c'est-à-dire adaptée à mon moteur. De l'huile pour véhicule diesel ou de l'huile pour véhicule essence, tout dépend de la caractéristique de votre véhicule. On enchaîne ensuite avec le liquide de frein. L'orifice de remplissage du liquide de frein se trouve ici. À savoir que pour vérifier le niveau, pareil, tout se passe par transparence. Je vois ici le niveau max, je suis au maximum, donc c'est parfait. À savoir que le liquide de frein, c'est assez particulier. Le liquide de frein, donc c'est un espèce de circuit fermé, à savoir que là je suis au maximum, je suis censé toujours être au maximum. Si le niveau baisse, c'est que j'ai une fuite. Donc si j'ai une fuite, la bonne réaction à avoir, c'est de tout de suite aller au garage, tout simplement. Donc concernant la batterie du véhicule se trouve ici. En ce qui concerne les causes de déchargement de la batterie, premièrement, la batterie est peut-être usagée. Deuxièmement, j'ai peut-être laissé tout ce qui concerne tout ce qui est électrique dans le véhicule. J'ai peut-être laissé le poste radio allumé, tout ce qui concerne des feux, bien sûr, et tout ce qui concerne enfin, pourquoi pas, l'allume-cigare. Donc voilà. Et donc pour pallier à ce problème de batterie, j'ai plusieurs possibilités. Soit changer la batterie, soit la relier à une autre batterie d'un véhicule grâce à des pinces, voire utiliser un chargeur de batterie. Alors, pour changer une ampoule, il suffit tout simplement, bien sûr après avoir ouvert le capot,
de tirer ce caoutchouc, puis j'aurai accès au feu que je vais changer. Et enfin, dernière question, en ce qui concerne le réglage de la hauteur des feux, tout se passe grâce à cette commande blanche que je vais donc devoir tourner pour régler la hauteur de mes feux grâce à une clé Allen ou tout simplement grâce à un tournevis. Nous allons à présent nous intéresser aux questions concernant le pneumatique. Par rapport à mon pneumatique, on peut vous demander de vérifier l'état du flanc du pneumatique. Le flanc du pneumatique, c'est toute cette partie qui n'est pas en contact avec le sol, où vous allez retrouver notamment les caractéristiques de votre pneu. Donc par rapport à mon flanc, je vais devoir vérifier qu'il n'y a pas de déchirure, une espèce de coup de couteau, voire une hernie. Une hernie, c'est ce qu'on pourrait appeler une espèce de bulle d'air. Donc pas de déchirure, pas d'hernie. Par rapport à la valve de gonflage, elle se trouve ici. Et donc pour connaître la pression de mes pneumatiques, il me suffit d'ouvrir la portière. Puis à l'intérieur de la portière se trouve un autocollant avec toutes les indications nécessaires. Si mon véhicule est faiblement chargé, je vais donc devoir gonfler mon pneu donc à 2 bars 1 à l'avant et 2 bars à l'arrière. Si mon véhicule est fortement chargé, je vais donc devoir gonfler mon pneu à l'avant à 2 bars 3 et à 2 bars 5 à l'arrière. Quant aux questions complémentaires sur le pneumatique, on pourra vous demander la définition de l'aquaplanage et sa conséquence. Alors l'aquaplanage, c'est tout simplement la présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée. Au niveau des conséquences, on peut avoir, suite à cet aquaplanage, une perte d'adhérence des pneumatiques sur la chaussée. On peut aussi vous demander, en question complémentaire, quelle est la conséquence d'un défaut de parallélisme sur les pneumatiques. Il suffira de répondre que la conséquence peut être une usure rapide et anormale de mes pneumatiques. On peut enfin me demander, en règle générale, dans quelles conditions devez-vous contrôler la pression de vos pneumatiques. L'idéal, c'est de vérifier donc la pression des pneus lorsque le pneu est froid. Pour vérifier le contenu du coffre, il me suffit tout simplement d'ouvrir le coffre, peu importe ce qui se trouve à l'intérieur. Pour vérifier où se trouve la roue de secours, à l'intérieur du coffre, une trappe se situe au milieu du tapis, il suffit de soulever. Il ne me reste plus qu'à montrer la roue de secours à l'inspecteur. En ce qui concerne le changement d'une ampoule à l'arrière, il suffit bien sûr après avoir ouvert le coffre de montrer cet accessoire noir qui serait à tirer, puis il vous suffirait de glisser votre main pour changer l'ampoule. Bien sûr à l'examen, il suffit tout simplement de montrer l'accessoire noir sans l'enlever. Par rapport à la question complémentaire à l'examen, on va vous demander quelles précautions faut-il prendre pour manipuler une ampoule halogène. Bien sûr, elle serait manipulée avec un chiffon de fait de sa fragilité. Concernant l'état, la propreté de la plaque d'immatriculation à l'arrière, il suffit de la montrer, dire qu'elle est propre, qu'elle est aux normes et bien sûr qu'elle est visible. La question complémentaire concernera les catadioptres ou dispositifs réfléchissants. Ça n'a rien à voir avec la plaque d'immatriculation. Elles vont se situer, ces catadioptres, à gauche et à droite du véhicule. Cette partie-là, exactement la même chose que sur les pédales de vélo. Alors par rapport à la question sur l'état, la propreté du pare-brise à l'avant du véhicule, il suffit de dire qu'il est propre, qu'il n'y a pas d'impact, à savoir que si mon impact est inférieur à une pièce de 2 €, il suffit de l'emmener chez un spécialiste qui m'injectera de la résine dans mon pare-brise. Mais si l'impact est supérieur à une pièce de 2 €, par contre, le pare-brise sera changé. Par rapport à l'état des essuie-glaces, il me suffira de les tirer vers moi un par un et de vérifier que la languette présente ici ne soit ni déchirée ni gondolée. Je fais ça sur chaque balai d'essuie-glace, à l'avant, à l'arrière. En roulant, je pourrais même préciser à l'inspecteur qu'ils seraient détériorés si, quand je les actionne, l'eau n'est pas évacuée suffisamment. Concernant l'état, la propreté des rétroviseurs, je vais devoir m'atteler à vérifier que le miroir soit propre, visible, qu'il ne soit pas fêlé, cassé.
Et je vais aussi me concentrer sur la coque du rétroviseur et vérifier qu'elle n'est pas rayée et qu'elle n'est pas cassée. Mon rétroviseur est bien fixé, donc il n'y a aucun problème. Je fais ça pour le rétro de gauche et bien sûr pour le rétroviseur de droite. Après avoir contrôlé l'état, la propreté de tous les rétroviseurs extérieurs du véhicule, on pourra vous poser la question: qu'appelle-t-on un angle mort? Alors tout simplement, un angle mort, c'est une zone sans visibilité depuis le poste de conduite. Tout simplement, hein, c'est ce qu'on ne voit pas dans les rétroviseurs. On peut aussi vous poser la question: citez l'un des principaux dangers représentés par les angles morts. Il suffira de répondre: risque d'accident, gêne, défaut ou manque d'information. Concernant la question, vérifier l'état, la propreté, le fonctionnement du ou des feux de recul, il faut bien sûr au préalable que j'enclenche la marche arrière. Je débraye, je passe ma marche arrière. Inutile de démarrer le véhicule. Et donc après être sorti du véhicule, je montre à l'inspecteur la présence d'un seul feu de recul sur la C3. Le feu de recul est de couleur blanche, de façon à le distinguer des autres feux, notamment des feux stop. Et il est blanc aussi pour pouvoir voir la nuit, notamment pendant une marche arrière. Concernant la question, vérifier l'état, la propreté, le fonctionnement des feux stop, il me faut bien sûr l'aide du moniteur présent derrière moi. Je lui propose de venir s'installer au poste passager et de freiner. Et donc ça va me permettre de pouvoir descendre du véhicule et vérifier l'état avec l'inspecteur. Et donc, mes feux stop sont au nombre de 3, un à gauche, un à droite et un au centre. J'explique bien à l'inspecteur qu'ils sont présents, qu'ils fonctionnent bien, qu'il n'y a pas d'ampoule de grillé et qu'ils sont visibles. Concernant l'état, la propreté et le fonctionnement des feux, je me dois, avant de sortir du véhicule, bien sûr, de les actionner. On va commencer par les feux de croisement. Pour vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement, je les actionne, puis je peux sortir du véhicule. Concernant l'état, la propreté et le fonctionnement de mes feux de croisement, tout d'abord, je montre où est-ce qu'ils se trouvent. Voilà, aussi bien à gauche qu'à droite. Ils sont propres, ils sont en bon état, pas d'ampoule de grillé, et ils sont visibles, donc c'est parfait. Concernant la question complémentaire, si mes feux sont mal réglés, le problème c'est que je risque d'éblouir les gens qui sont en face et bien sûr moins bien voir en ce qui me concerne. Si j'ai une ampoule de grillé, le problème c'est que bien sûr je verrai moins bien et le risque c'est aussi d'être pris notamment pour un deux roues. Concernant les feux de position, tout d'abord je les montre. Ils sont propres, ils sont en bon état, ils sont visibles, donc c'est parfait. Je n'oublie pas de préciser que j'ai aussi des feux de position à l'arrière du véhicule, aussi bien à gauche qu'à droite. Même cas, ils sont propres, ils fonctionnent bien, pas d'ampoule de grillé, ils sont visibles, donc c'est parfait. Par rapport à la question complémentaire, dans quel cas les utilise-t-on? Je vais bien sûr les utiliser en agglomération éclairée, dans les tunnels en agglomération et quand je suis arrêté hors agglomération, à cheval entre la chaussée et l'accotement. Alors, par rapport à mes feux de route, ils se trouvent ici. Ils fonctionnent correctement, pas d'ampoule de grillé, ils sont visibles, donc c'est parfait. La question complémentaire, dans quel cas effectue-t-on un appel lumineux, notamment la nuit pour signaler son approche. Quant à l'utilisation de mes feux de route, je les utilise lorsqu'il n'y a personne en face et lorsqu'il n'y a pas d'éclairage. Concernant les feux de brouillard avant, ils se situent à ce niveau-là. On peut vérifier donc que les feux de brouillard avant sont en bon état, ils fonctionnent correctement, pas d'ampoule de grillé, ils sont visibles. Et la question complémentaire, dans quel cas les utilise-t-on? Je les utilise bien sûr en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie. Je peux aussi avoir la question dans quel cas je peux les utiliser en complément des feux de route. Je peux les utiliser notamment donc en complément des feux de route sur des routes étroites et sinueuses.
Tout ce qui concerne l'état, la propreté, le fonctionnement des ou du feu de brouillard arrière, par rapport à la C3, on peut constater que nous avons un seul feu de brouillard arrière qui se situe en bas à gauche. Par rapport à l'utilisation du feu de brouillard arrière, je vais les utiliser ou l'utiliser dans ce cas-là en cas de brouillard et de chute de neige, mais pas en cas de pluie, hein, ça risque d'éblouir les personnes qui sont derrière moi. En ce qui concerne l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse, à l'avant, ils se situent ici. Ils sont propres, ils fonctionnent bien, pas d'ampoule de grillé, donc c'est parfait. Je continue avec les répétiteurs latéraux qui se trouvent de chaque côté du véhicule sous le rétroviseur. Même chose, ils fonctionnent bien, ils sont propres, ils sont en bon état, ils sont visibles. Et je finis en montrant les feux de détresse à l'arrière du véhicule. Ils se situent donc de chaque côté. Même principe, ils fonctionnent bien, ils sont visibles, pas d'ampoule de grillé. Donc c'est parfait. Par rapport à la question donc, qui concerne voilà, dans quel cas je suis amené à utiliser les feux de détresse, je vais les utiliser bien sûr en cas de panne. Quand je suis le dernier à arriver sur une file ininterrompue de véhicule, et bien sûr pour prévenir d'un accident, tout simplement. Alors, concernant l'état, la propreté, le fonctionnement de mes clignotants gauche, je les montre tout d'abord à l'avant du véhicule. Ici, ils sont propres, ils sont visibles, ils fonctionnent bien, pas d'ampoule de grillé. Je continue avec les répétiteurs latéraux, même principe, ils fonctionnent bien, pas d'ampoule de grillé, ils sont visibles, donc c'est parfait. Puis à l'arrière de mon véhicule, même principe, mes clignotants gauche fonctionnent correctement, ils sont visibles, pas d'ampoule de grillé, donc c'est parfait. Même chose pour mes clignotants droits, ils sont propres, ils sont visibles, ils fonctionnent bien, pas d'ampoule de grillé. Je continue avec mes répétiteurs latéraux, ils fonctionnent bien, pas d'ampoule de grillé, ils sont visibles, donc c'est parfait. Et je complète avec mes clignotants droits à l'arrière du véhicule, ils fonctionnent bien, ils sont visibles, pas d'ampoule de grillé, donc c'est parfait. Quant à la question complémentaire, à savoir que signifie l'augmentation de la fréquence de clignotant sur le tableau de bord, tout simplement, c'est que vous avez une ampoule de clignotant de grillé. On peut enfin me poser la question, dans quel cas utilise-t-on mes indicateurs de direction? À savoir, pour avertir lors des changements de direction, lors des arrêts, lors des départs. Concernant la vérification de la bonne fermeture de la trappe à carburant, il me suffit de soulever et de vérifier que le bouchon est bien accroché. Quant à la question complémentaire, à savoir quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir, il suffira tout simplement de répondre qu'il faut bien sûr arrêter le moteur, bien enfoncer le pistolet jusqu'au bout et enfin ne pas faire déborder le carburant du réservoir. Quant à la sécurité enfant à l'arrière du véhicule, il suffit tout simplement d'ouvrir la portière, puis à l'intérieur de celle-ci se trouve un orifice. Avec l'aide de ma clé, il vous suffira de tourner l'orifice pour activer la sécurité enfant à l'arrière du véhicule. Voilà, nous en avons fini avec les vérifications extérieures du véhicule. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'intégralité de ces questions sur le manuel de vérification transmis par l'Auto-École Lefebvre. À savoir que si néanmoins vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre moniteur de conduite pendant les leçons. Et pour conclure, je tiens à préciser qu'il existe sur le site www.autoecolelefebvre.com une vidéo traitant cette fois-ci des vérifications intérieures. Je vous remercie.